La nuit descendait lentement sur Marseille, comme un voile sombre qui étouffait progressivement le tumulte du jour. Dans les hauteurs du 13e arrondissement, les façades fatiguées se teintaient d'ombres longues, et les lumières orangées des réverbères révélaient par instants les cicatrices d'une ville qui avait trop souvent flirté avec la mort. Au loin, un scooter remontait une allée à toute vitesse. Dans les cages d'escalier, les voix se faisaient plus basses. Les mères rappelaient leurs enfants à l'intérieur. Les guetteurs prenaient position. Marseille retenait son souffle. Car ici, au cœur des cités des Lauriers, d'Herbel, du Corot et des Oliviers, la nuit n'était jamais vraiment une nuit. C'était une frontière. Un point de bascule où les codes de la ville cessaient d'exister et où commençait le règne silencieux des clans. Parmi eux, un nom résonnait plus fort que les autres, comme une menace ancestrale. Un nom qui avait marqué l'histoire récente du banditisme marseillais. Un nom prononcé à voix basse dans les halls, dans les parloirs, dans les cellules. Les Blacks. Un clan forgé dans la misère des cités, dirigé pendant longtemps par la fratrie Ahamada, dont l'ascension puis la chute brutale avaient redessiné les lignes du pouvoir criminel à Marseille. Face à eux, les gitans de la famille Bingler. Derrière eux, les Oliviers et leurs fiefs tentaculaires. Et au milieu, une ville qui tentait de survivre à une guerre qui n'était pas la sienne. Mais avant d'entrer dans cette histoire, avant de plonger dans ces ruelles brûlantes où le trafic devient loi et où une vie peut s'éteindre en quelques secondes, prends un instant. Respire. Laisse-toi absorber par l'atmosphère, la poussière dans l'air, les gyrophares qui tournent, les pas qui résonnent contre le béton. Ce monde-là, tu t'apprêtes à le traverser. Et dans quelques instants, 3 questions vont s'imposer à toi, presque naturellement, comme une porte qui s'ouvre sur ce qui va suivre. Des questions simples en apparence, mais essentielles pour comprendre la profondeur de ce que tu vas entendre. Pourquoi un clan comme celui des Blacks a-t-il réussi à imposer sa loi pendant tant d'années dans des quartiers abandonnés par les institutions ? Comment une rivalité née entre 2 familles voisines a-t-elle pu se transformer en une guerre sanglante qui a marqué l'histoire criminelle de Marseille ? Et surtout, que révèle vraiment cette violence sur nous, sur la société qui l'a laissé naître, sur la manière dont un territoire peut façonner un destin ? Laisse ces questions résonner quelques secondes. Puis, avant que le récit ne commence vraiment, avant que nous ne descendions ensemble dans les entrailles de ces cités où tout s'achète et tout se perd, prends un instant pour t'abonner et liker cette vidéo. Ce geste soutient le travail que tu es sur le point de découvrir et permet de continuer à raconter ces histoires vraies qui, souvent, dépassent la fiction. Maintenant, entre. Le vent s'était levé sur les hauteurs de la Vigne, charriant avec lui l'odeur métallique des nuits marseillaises. Dans la cité des Lauriers, les murs étaient fissurés par les années et marqués par les impacts. Là où certains voyaient de simples immeubles délabrés, d'autres y voyaient des frontières invisibles. Des terres dont la géographie se décidait non par des cartes, mais par la peur. C'est dans ce décor brut que l'histoire des Blacks avait commencé. Les Ahamada n'étaient pas encore des figures du narcotrafic. Ils n'étaient que des garçons du quartier, des silhouettes parmi d'autres, grandissant dans un environnement où le rêve le plus simple demandait déjà le courage d'un combattant. Marseille, au tournant des années 2010, était un terrain instable. Les réseaux traditionnels s'effondraient sous les coups répétés de la police. Les anciens parrains perdaient leur influence. De nouvelles cités prenaient le relais, chacune cherchant à s'imposer dans un marché devenu plus lucratif et plus instable que jamais. Dans ce vide, les Blacks se sont glissés. D'abord timidement, puis avec une détermination froide, puis avec une violence qui ne laissait plus aucun doute sur leurs intentions. La cité des Lauriers n'était pas seulement leur quartier, elle était leur territoire, leur repère, leur héritage brutal. Ils avaient grandi dans ces ruelles, appris à courir dans ces escaliers, à repérer les voitures suspectes, à survivre dans un quotidien où l'école était souvent un chapitre secondaire. Et quand l'argent de la drogue est devenu la seule économie stable du secteur, ils ont compris qu'ils avaient une carte à jouer, une carte dangereuse, une carte fatale.
mais une carte qu'ils étaient prêts à tenir. Peu à peu, ils ont structuré leur réseau, transformant des adolescents en guetteurs, des amis d'enfance en revendeurs, des connaissances en collecteurs. La cité s'est mise à tourner à leur rythme. La nuit, les porches s'allumaient, les halls devenaient des points de distribution, les trottoirs des lignes de caisse. Le béton, un tableau comptable. Et très vite, la cité des Lauriers est devenue l'un des points les plus lucratifs de Marseille. Une véritable machine qui engrangeait des centaines de milliers d'euros chaque semaine. L'argent créait le pouvoir créait la peur créait le silence. Et dans ce silence, les Blacks ont bâti leur empire. Mais un empire n'existe pas sans adversaire. Et à quelques rues de là, dans un autre bloc de béton, d'autres frères grandissaient en nourrissant eux aussi la même ambition. Les Binglers, les gitans du 13e, les rivaux de toujours. Et bientôt, les deux clans allaient allumer la mèche qui ferait exploser Marseille. La frontière entre les Blacks et les Gitans n'était au début qu'une ligne invisible, presque fragile, un tracé que chacun respectait sans vraiment y penser. La cité des Lauriers d'un côté, la cité des Cèdres de l'autre. Deux blocs jumeaux, deux mondes semblables, séparés par quelques rues seulement. Les familles Ahamada et Bingler se connaissaient depuis toujours. Elles avaient grandi côte à côte, partagé les mêmes terrains de football, les mêmes fêtes d'école, les mêmes étés brûlants où l'ennui poussait les jeunes vers les halls et les escaliers. Il n'y avait pas encore de haine. Au contraire, il y avait du respect, presque de l'amitié. Mais dans un quartier où la pauvreté façonne le destin, il suffit parfois d'un souffle pour transformer des amis en ennemis. Et ce souffle est venu lorsque l'argent du trafic de drogue est devenu l'unique richesse accessible. Dans les cités du 13e arrondissement, les fours commençaient à tourner à un rythme régulier. Les bénéfices grimpaient, les enjeux aussi. Le contrôle d'un hall, d'un parking, d'une cage d'escalier pouvait valoir des dizaines de milliers d'euros par semaine. Et là où il y a de l'argent, il y a de la convoitise. Et là où il y a de la convoitise, la paix se fissure. Le premier mort est tombé un été. Son nom était Frédéric Tapia, proche du clan des Ahamada. Un simple soir, une simple rafale, un simple corps sur le bitume. Mais dans un quartier où chaque mort appelle une réponse, cette disparition n'était pas un accident. C'était une annonce, un signal, le début d'une spirale. Quelques mois plus tard, les Blacks ont riposté. Cette fois, ce sont 3 hommes liés aux Binglers qui ont été fauchés par les balles, alors qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge près de la gare Saint-Charles. Une scène de guerre en plein centre-ville. 3 morts, 3 vies effacées en quelques secondes, 3 familles plongées dans le silence. La machine était lancée, et elle n'allait plus jamais s'arrêter. Au fil des mois, la tension s'est installée dans les deux cités comme une présence palpable. Les jeunes marchaient plus vite. Les regards se croisaient brièvement. Les scooters circulaient en silence. Les portes claquaient à toute heure. Il n'y avait plus vraiment d'amitié possible. Seulement 2 camps qui se préparaient à une guerre qu'ils savaient inévitable. Mais ce n'est pas un adulte, ni un caïd, ni un soldat de réseau qui a fait basculer Marseille dans une horreur nouvelle. C'est un adolescent. Un garçon de 16 ans appelé Jean-Michel. Ce soir-là, dans la cité du Clos-la-Rose, les rafales ont éclaté comme des coups de tonnerre. Les habitants ont d'abord cru à une bagarre, à un pétard, à un scooter qui pétarade. Mais ce n'était pas ça. C'était une kalachnikov. Jean-Michel s'est effondré au sol, touché en pleine poitrine. À ses côtés, un enfant de 11 ans, Lenny, a été grièvement blessé. Un gamin, un voisin, un simple passant. Et cette fois, Marseille a compris que la guerre prenait une forme qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, un mineur tombait sous les balles d'un règlement de compte. La presse s'est emparée du drame. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé. Les caméras ont envahi les cités. Les habitants ont crié leur colère. Mais dans les halls, dans les escaliers, dans les regards, la machine continuait de tourner. Car dans l'ombre, la fratrie Bingler était soupçonnée d'avoir commandité l'exécution. Et pour les Blacks, ce geste appelait une réponse.
Pas seulement une réponse criminelle, une réponse personnelle. Les deux clans n'étaient plus de simples rivaux, ils étaient devenus des ennemis jurés. Des familles qui, hier encore, partageaient les mêmes bancs d'école, devenaient aujourd'hui les architectes d'une guerre fratricide. Et comme dans toute guerre, certains combattants allaient se révéler, d'autres allaient tomber, et certains allaient devenir, malgré eux, des légendes maudites. Au cœur de tout cela, une question revenait sans cesse chez ceux qui observaient la situation depuis l'extérieur. Comment deux groupes issus du même quartier, presque de la même enfance, avaient-ils pu glisser vers une telle violence? La réponse n'était ni simple, ni unique. Elle tenait à l'argent, à l'orgueil, à la peur. Et à cette impression que, dans ces cités oubliées, la seule façon d'exister était parfois de faire du bruit. Un bruit que Marseille entendrait longtemps. Dans les mois qui ont suivi la mort de Jean-Michel, Marseille est entrée dans une nouvelle ère. Une ère où la peur n'était plus une conséquence, mais une respiration, une habitude, une compagne silencieuse du quotidien. Dans la cité des Lauriers, les habitants évitaient désormais certaines allées. Les enfants ne jouaient plus dehors après la tombée du jour. Les commerçants fermaient leurs rideaux plus tôt. Et au cœur de cette atmosphère tendue, une rumeur circulait avec insistance. Les Blacks voulaient se venger. La vengeance n'était pas une parole bruyante. Elle ne se proclamait pas dans les halls ni sur les réseaux. Elle se préparait dans le silence, dans les regards échangés, dans les scooters qui tournaient la nuit, dans ces réunions improvisées où les jeunes se rassemblaient sous les lumières falottes des parkings. Et au sein du clan, une figure revenait sans cesse dans les conversations. Mohamed Mouadi, surnommé Babouin, un lieutenant redouté dont le nom circulait déjà depuis plusieurs années dans les dossiers du banditisme marseillais. Babouin était l'un de ces hommes qui, sans jamais chercher la lumière, imposaient le respect par la seule force de leur regard. Il parlait peu, agissait vite et n'oubliait jamais une offense. Pour lui, le meurtre de Jean-Michel n'était pas une simple provocation. C'était un affront personnel, un acte qui appelait une réponse incontestable. Et cette réponse, elle est venue un soir de 2012. La scène s'est déroulée près de la cité des Lauriers, en pleine nuit. Un tir automatique a déchiré le silence, puis un autre, et un autre encore. Quand les habitants ont osé sortir, 3 corps gisaient sur le sol, 3 jeunes, dont 2 mineurs de 15 ans. Le hall était maculé de sang. Les murs portaient les traces d'une pluie de balles. Les fenêtres tremblaient encore sous l'impact. La ville parlait désormais d'une escalade incontrôlable. Les policiers multipliaient les opérations, les caméras tournaient, les ministres défilaient, mais rien n'arrêtait la spirale. Dans les coulisses de la police judiciaire, une unité spéciale suivait minute après minute les déplacements des suspects. On avait intercepté des messages, retrouvé des véhicules incendiés, collecté des douilles. Et un nom revenait encore et encore, Babouin. Mais l'homme était insaisissable, toujours une longueur d'avance, toujours un coup d'avance, toujours quelqu'un pour prévenir, cacher, couvrir, protéger. Jusqu'au jour où la technologie a brisé cette supériorité. Un matin, Babouin remarque quelque chose d'anormal sous son véhicule. Un boîtier, une balise, un œil électronique collé discrètement à son châssis. Le clan avait compris qu'ils étaient désormais suivis par la technique, la science, les nouveaux outils du renseignement. Ce n'était plus seulement une guerre entre 2 cités, c'était une guerre contre un système qui ne comptait plus rester spectateur. Quelques semaines plus tard, alors que Babouin circulait dans un tunnel près du Prado, une voiture surgit derrière la sienne, une berline blanche, vitres teintées, aucun bruit, une ombre dans la nuit. Dans un tunnel, la vitesse s'efface, la fuite devient impossible, la route devient un piège. Lorsque Babouin sort à l'air libre, les tirs éclatent, les assaillants descendent de leur voiture, fusil d'assaut en main. Chaque pas résonne comme une sentence. Les balles frappent la carrosserie, puis les vitres, puis les corps. Babouin s'effondre, son compagnon aussi. Le nom d'un homme, autrefois murmuré dans toute la cité, vient de se taire pour toujours. Et pourtant, même sa mort ne suffit pas à ralentir la machine. Paradoxalement, elle l'accélère.
Car dans ce type de guerre, chaque mort n'est pas une conclusion, c'est un chapitre, un levier, une provocation, un appel au sang. Dans la prison des Baumettes, les rivalités se poursuivent. Un détenu, identifié comme proche des Gitans, se fait poignarder par un membre des Blacks. Il affirme que son agresseur l'a pris pour un autre. Erreur ou message, personne ne sait vraiment. Mais une chose est certaine, la guerre ne se limite plus aux rues, elle traverse les murs. Elle s'étend dans les coursives, elle circule dans les parloirs, elle se glisse dans les regards, même derrière les barreaux. Et au centre de cette tempête, une question obsède les enquêteurs. Jusqu'où tout cela peut-il aller? Les réponses viendront, mais elles seront pires que ce que Marseille pouvait imaginer. Après la mort de Babouin, l'idée d'un apaisement aurait pu sembler logique. Deux clans usés par des années de vendetta, fragilisés par les deuils, observés désormais par toute la France, auraient pu chercher un point d'équilibre, une trêve, un souffle. Mais Marseille n'est pas une ville qui guérit par l'oubli. Elle guérit par la confrontation, par l'affrontement, par cette étrange logique où l'on croit rétablir l'honneur en ajoutant de nouvelles cicatrices. Alors les mois qui ont suivi n'ont rien calmé. Ils ont, au contraire, précipité une avalanche d'événements qui allaient redéfinir la carte du crime marseillais. La police, d'abord, a lancé le plan Brennus, une opération d'envergure, pensée pour frapper au cœur des cités les plus actives. Des fourgons blindés ont traversé les quartiers nord à l'aube. Les escaliers ont vibré sous les pas des unités d'élite. Les portes ont sauté sous les coups de bélier. Des sacs de cannabis ont été saisis, des liasses confisquées, des fusils démontés. Mais malgré tout cela, quelque chose résistait. Un réseau bien plus solide que ce que les autorités avaient anticipé. Une organisation structurée, presque industrielle, centrée autour des frères Ahamada, les leaders du clan des Blacks. Ces hommes ne se contentaient pas d'un hall, ils géraient un véritable empire. Un système où chaque tâche était définie, où chaque rôle avait sa place. Les guetteurs sur les toits, les rabatteurs dans les allées, les vendeurs aux entrées, les collecteurs dans les appartements. Un rouage parfaitement huilé qui générait des millions d'euros par an. Quand les descentes ont commencé, un frisson a parcouru la cité des Lauriers. Ce n'était plus seulement une guerre entre clans, c'était une guerre contre l'État. Mais le coup de massue est tombé en 2015. Ce jour-là, les habitants de la cité ont été réveillés par les sirènes, les hélicoptères, les cris, les ordres qui claquaient au milieu du béton. Les policiers avançaient en colonne, protégés par des boucliers balistiques, encadrés par les unités d'intervention. L'opération était titanesque. Jamais les Lauriers n'avaient vu un tel déploiement de force. En quelques heures, les leaders du réseau ont été arrêtés. Les frères Ahamada menottés, les appartements perquisitionnés, les caves fouillées, les planques vidées. Les chiffres annoncés par les enquêteurs ont glacé tout le monde. Plusieurs centaines de kilos de drogue saisis, des centaines de milliers d'euros en liquide récupérés, et surtout un réseau estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le clan des Blacks venait de perdre sa tête. Mais perdre la tête n'est pas toujours perdre le corps. Dans les cités marseillaises, tout le monde le sait, la prison n'est qu'un autre bureau. Un endroit d'où l'on continue de commander, d'organiser, de gérer, parfois même plus efficacement qu'avant. Et pendant que les Ahamada se retrouvaient derrière les barreaux, un autre clan en profitait pour avancer ses pions. Les Oliviers. Une cité longtemps vue comme secondaire, un simple point de vente, une zone de repli. Mais un homme avait décidé d'en faire un royaume. Son nom, Kamel Miani. Pendant les descentes aux Lauriers, les clients s'étaient reportés ailleurs, et beaucoup s'étaient dirigés vers les Oliviers, où le trafic était encore intact, encore fluide, encore rentable. Kamel Miani a vu cette opportunité et n'a pas hésité une seconde. Il a renforcé son équipe, il a structuré son réseau, il a inondé son secteur. Et très vite, la cité des Oliviers est devenue l'un des points les plus puissants de Marseille. Une montée en puissance fulgurante. Une montée en puissance dangereuse. Car là où il y a de l'ascension, il y aura toujours une confrontation. Et cette confrontation, elle est arrivée un soir d'été dans un parking de KFC. Deux hommes étaient assis dans une voiture. Une discussion banale, un moment banal, dans une soirée banale.
Puis un scooter s'est approché. Les visages étaient couverts, les armes sorties. La rafale a brisé le silence. 2 corps ont basculé. Un 3e a réussi à s'échapper. Mais les conséquences de cet acte allaient être bien plus lourdes que les auteurs n'auraient pu imaginer. Car l'une des victimes n'avait rien à voir avec les réseaux. C'était un civil. Un jeune homme pris dans une guerre qui ne le concernait pas. Et quand un innocent tombe, tout change. La police redouble de moyens. La pression monte. Les clans se crispent. Les alliances se déchirent. Et quelques semaines plus tard, un adolescent de 15 ans est retrouvé mort, exécuté puis brûlé sur un chemin isolé. Selon la rumeur, il aurait donné une information ayant permis le meurtre du KFC. Une rumeur, un souffle, un mot, et un enfant disparaît. Dans les cités de Marseille, une rumeur peut tuer plus vite qu'une balle. À partir de ce moment, l'année 2016 va devenir l'année la plus meurtrière de l'histoire récente de la ville. Et le pire restait encore à venir. L'année 2016 restera gravée dans la mémoire de Marseille comme une balafre que rien ne pourra vraiment refermer. Une année où les nuits étaient plus longues, plus lourdes, plus dangereuses que jamais. Une année où les gyrophares illuminaient les façades plus souvent que le soleil du matin. Une année où les familles vivaient au rythme des coups de feu, des sirènes et des murmures. Ce qui avait commencé comme une vendetta entre 2 clans, les Blacks et les Gitans, était devenu une déflagration. Une onde de choc qui s'étendait désormais bien au-delà des cités du 13e arrondissement. Et au cœur de cette spirale, un 3e acteur montait en puissance, la cité des Oliviers. Avant 2015, les Oliviers n'étaient qu'un territoire parmi d'autres. Un point de deal correct, actif, mais loin d'être un mastodonte. Puis les descentes de police au Laurier ont créé un vide, un espace à prendre, un marché à absorber. Et l'homme qui s'est placé au centre de cette ascension s'appelait Kamel Miani. Miani n'était pas un gamin du quartier cherchant une trajectoire. Il était déjà un pilier, un stratège. Un homme qui avait compris avant les autres que le trafic ne se limitait pas à vendre des barrettes dans un hall. C'était un écosystème, une entreprise, un empire. Grâce à lui, la cité des Oliviers a muté à une vitesse fulgurante. Les rotations de vendeurs se sont intensifiées. Les guetteurs ont été réorganisés. Les planques ont été multipliées. Les bénéfices ont explosé. Très vite, cette cité générait des sommes colossales, atteignant parfois l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Un flux continu, alimenté par des clients venus de toute la ville, attirés par la qualité du produit, la fluidité du réseau, l'absence apparente de perturbations. Mais ce succès a attiré l'attention de la police, l'attention des rivaux, et surtout, l'attention de ceux qui avaient perdu leur place lorsque les lauriers ont été frappés. Le clan des Blacks, affaibli mais toujours vivant, observait avec une inquiétude glacée la montée des Oliviers. Ce n'était plus seulement une expansion économique, c'était une menace territoriale directe. Car la proximité entre les 2 cités rendait la cohabitation presque impossible. Le premier choc n'a pas tardé. Un soir, un homme proche de Miani est kidnappé, séquestré, humilié par un groupe rival lié au secteur d'Herbel. Une provocation claire, une manière de rappeler que, dans ce business, personne ne s'installe sans payer un tribut. Quand il est revenu aux Oliviers, le visage tuméfié et la fierté brisée, 2 jeunes du clan, déterminés à laver l'affront, ont réclamé à Miani l'autorisation de riposter. Et Miani, fidèle à sa logique de domination, n'a pas hésité. Il leur a fourni les armes. La vengeance devait être précise, implacable, symbolique. Les 2 hommes ont suivi la balise qu'ils avaient eux-mêmes placée sur le véhicule de leur cible. Ils l'ont traqué jusqu'au parking d'un restaurant, puis ont ouvert le feu. La scène a été brève, violente, irréversible. 2 morts, un survivant en état de choc. Encore une fois, un innocent figurait parmi les victimes. Dans les cités de Marseille, la frontière entre cible et dommage collatéral est aussi fine qu'un souffle. La réaction des autorités a été immédiate. La pression s'est accrue, les descentes se sont intensifiées, les surveillances se sont multipliées. Mais lorsque la police coupe une tête, une autre pousse souvent ailleurs.
Et ce qui allait suivre n'était pas une stabilisation, c'était une implosion. Dans les semaines qui suivent cette exécution, un adolescent de 15 ans, soupçonné par la rumeur d'avoir aidé les tireurs du parking, disparaît. On ne retrouvera son corps que bien plus tard, brûlé, abandonné sur un sentier isolé. Dans les cités, la rumeur est un juge, un bourreau, un verdict. Elle tue sans preuve, sans procès, sans hésitation. Cette succession de drames transforme l'année 2016 en une hécatombe. Les règlements de compte explosent, les cités deviennent des zones de guerre, les cafés ferment plus tôt, les bus évitent certains arrêts. Les habitants ne lèvent même plus la tête lorsqu'ils entendent une rafale. Les policiers eux-mêmes parlent d'une année hors norme, d'un chaos alimenté par la désorganisation des clans, par les luttes internes, par les ambitions démesurées de certains caïds en quête de reconnaissance. Et pendant que Marseille tente de respirer au milieu de cette tempête, un autre événement vient raviver l'incendie. Un triple homicide au Laurier. Une scène d'une violence rare, un massacre qui rappelle à tous que les Blacks ne sont pas morts avec l'arrestation de leur leader, que leur influence, même fragilisée, continue de nourrir le feu. Mais cette montée en puissance des Oliviers, associée à la colère persistante des Blacks et à la résilience des Gitans, prépare un nouveau séisme. Un séisme qui, dans les années suivantes, va changer à jamais le paysage du crime marseillais. Et au centre de cette transformation, un fugitif allait devenir l'un des hommes les plus recherchés de France, Kamel Miani. La cavale de Kamel Miani commence comme toutes les histoires de fuite, dans un souffle. Une porte qui claque, un téléphone qui s'éteint, une silhouette qui disparaît avant que les gyrophares ne tournent au coin de la rue. En 2019, les Oliviers sont à leur apogée. Le réseau fonctionne comme une véritable machine. Le four tourne jour et nuit. Les bénéfices dépassent parfois tout ce que les cités voisines peuvent espérer. Et au cœur de cette mécanique, Miani apparaît comme un chef insaisissable, à la fois présent et invisible, craint et admiré. Mais la police, elle, avance lentement, patiemment. Elle accumule les dossiers, croise les écoutes, analyse les mouvements, collecte les témoignages. Chaque rafale tirée dans la ville, chaque embuscade, chaque incendie ajoute une pièce au puzzle. Lorsque le filet commence à se resserrer autour de Miani, il comprend que rester à Marseille serait une erreur. Il disparaît alors. Un matin, son appartement est vide, plus aucun signe. Une chaise renversée, un cendrier encore tiède, une porte qui reste entr'ouverte comme un rappel que la fuite est un art. Quelques jours plus tard, la rumeur court qu'il aurait embarqué pour l'Algérie depuis Barcelone. Une rumeur qui flotte sans jamais se confirmer totalement. Dans le milieu, on raconte qu'il aurait reçu de l'aide, qu'on lui aurait fourni des documents, qu'on l'aurait exfiltré discrètement hors d'Europe. Mais la cavale parfaite n'existe pas, même pour ceux qui pensent connaître les failles du système. C'est finalement au Maroc, à l'aéroport de Marrakech, que la fuite de Miani prend fin. Un contrôle, une vérification d'identité, un doute. Puis, le visage apparaît sur la base de données internationale. Le nom correspond, le mandat d'arrêt aussi. On raconte qu'il n'a presque pas réagi, qu'il savait que ce moment finirait par arriver, qu'il avait même prévu cette possibilité. Extradé vers la France, il sait que son avenir se joue désormais dans les tribunaux et les cellules des maisons d'arrêt. Mais Marseille n'a pas fini d'entendre parler de lui, car même derrière les barreaux, son ombre reste présente. Il a laissé des hommes, des dettes, des ennemis, des fidèles aussi. Lorsqu'il arrive au Baumette, un voile de tension enveloppe les couloirs. Ce n'est pas un détenu comme les autres. Il représente une cité entière, un réseau entier, une violence entière. Certains voient en lui un chef, d'autres un danger. Son dossier judiciaire est massif. Il fait face à plusieurs accusations, des assassinats en bande organisée, des trafics massifs, des tentatives de prise de contrôle violentes, des règlements de compte dont le sang n'a pas eu le temps de sécher. Un premier procès tombe. 30 ans de réclusion criminelle. Un verdict lourd, presque symbolique, destiné à envoyer un message à toute la ville. Mais ce n'est pas terminé. Il doit encore être jugé pour d'autres affaires,
Et c'est là que l'histoire prend un tournant spectaculaire. Ses avocats obtiennent sa remise en liberté dans l'un des dossiers. Une brèche, un souffle, une possibilité. Et Miani disparaît encore. Cette fois, il ne fugue plus à l'étranger. Il se terre. Il glisse entre les mailles, entre les villes, entre les frontières invisibles du territoire français. Il devient un fantôme. On le voit à peine. Un café payé en liquide, un appartement loué sous un faux nom, un véhicule volé, abandonné dans une rue de banlieue. Pour les enquêteurs, c'est un affront. Pour les rivaux, c'est une opportunité. Pour les Olivier, c'est un test. Sans leur chef, la cité doit prouver qu'elle peut continuer à tourner. Et elle y parvient. Le réseau se réorganise autour de nouveaux lieutenants. Les rotations reprennent, les ventes explosent à nouveau, l'argent circule comme une rivière en crue. Mais un réseau sans tête finit toujours par trembler. Et dans l'ombre, une guerre se prépare. Car la cité des Lauriers, affaiblie par les années, se réveille. Certains veulent reprendre ce qui leur appartenait autrefois. D'autres veulent venger des proches tombés sous les balles. Cette tension atteint son point de rupture en 2021, une année où Marseille semble s'embraser une fois encore. Des rafales éclatent à la Marine Bleue. 2 jeunes de la cité des Lauriers sont exécutés à bout portant. Les témoins parlent de silence avant le bruit, puis de corps étendus sur le bitume encore chaud. 1 heure plus tard, un autre règlement de compte secoue la ville. Une scène atroce. Une séquestration. Un homme kidnappé en pleine rue, enfermé dans un coffre, puis retrouvé brûlé dans une voiture incendiée. La signature est claire. Ce n'est pas un acte isolé. C'est une réponse, un message. Et au milieu de ces flammes, un nom revient sans cesse. Olivier. Les enquêteurs avancent. Ils interpellent plusieurs membres du réseau. Ils découvrent des armes, des véhicules volés, des téléphones cryptés. Ils remontent la piste. Et cette piste les conduit une nouvelle fois vers Miani. Même en cavale, il aurait orchestré certaines opérations. Même absent, il aurait donné son accord. Même invisible, il aurait tiré les ficelles. Il devient alors l'un des fugitifs les plus recherchés de France. Et cette fois, la cavale ne dure pas longtemps. Il est arrêté dans une commune discrète, en région parisienne, lors d'une opération minutieuse. Aucun incident, aucune course-poursuite. Seulement un homme qui comprend que le jeu est terminé. Son interpellation provoque un frisson dans toute la ville. Les Olivier perdent leur chef pour de bon. Les cités rivales sentent que l'équilibre peut basculer. Les policiers espèrent enfin éclaircir des dossiers entiers de règlement de compte. Mais Marseille est une ville où rien ne s'arrête vraiment. Même avec un roi déchu, les empires continuent de tourner. Et dans l'ombre des tours, un nouveau conflit se dessine. Un conflit qui, bientôt, redéfinira encore une fois les règles du jeu. Lorsque Miani retombe derrière les barreaux, Marseille respire une nuit, peut-être 2, mais la ville ne connaît jamais vraiment le répit. La chute d'un caïd ne signifie pas la fin d'un empire, seulement l'ouverture d'un nouveau vide. Un espace laissé libre, un territoire à redessiner, une hiérarchie à reconstruire. Dans les Oliviers, l'atmosphère change. Les anciens regardent les plus jeunes avec méfiance. Les jeunes, eux, voient dans la prison de leur chef une opportunité d'émerger. Les clients continuent d'affluer comme si rien n'avait changé. Parce que dans ce business, le produit doit circuler nuit après nuit, sans interruption. Le réseau se réorganise rapidement. Des lieutenants prennent le contrôle des rotations. Des chefs intermédiaires récupèrent la collecte. Les choufs veillent, du lever au coucher du soleil, perchés sur les toits comme des guetteurs de guerre. Paradoxalement, l'arrestation de Miani ne calme pas les cités, elle les électrise. Comme si les Olivier devaient prouver au reste de Marseille qu'ils ne dépendent de personne, pas même de leur figure centrale. En parallèle, les Lauriers tentent un retour. Le clan Ahamada, affaibli mais jamais totalement effacé, cherche à reprendre du terrain. Ils tentent d'abord des approches discrètes, des échanges, des alliances temporaires dans d'autres secteurs. Mais très vite, la confrontation avec les Olivier devient inévitable. La ville observe un changement subtil. Les fusillades deviennent plus fréquentes
mais aussi plus précise. On ne tire plus pour impressionner, on tire pour éliminer, pour ajuster un rapport de force, pour marquer une cage d'escalier, pour imposer un silence. Dans les commissariats, les chefs de groupe le savent. Chaque balle tirée dans la nuit est le signe d'un nouvel équilibre en train de naître. Le trafic n'a jamais été autant fracturé. La guerre n'a jamais été autant personnelle. Un soir d'été, tout bascule. Dans une cité du 14e arrondissement, un jeune homme lié au laurier est retrouvé abattu près de sa moto. Le lendemain, une vidéo anonyme circule dans les téléphones des cités. Une voix déformée affirme que ce n'est qu'un début, qu'une reprise des hostilités est en cours, que les oliviers vont payer chaque mètre carré repris ces dernières années. Dans l'olivier A, on comprend rapidement le message. On augmente les rotations, on change les planques, on renforce les guetteurs. La cité se transforme en forteresse. Mais l'autre côté n'a pas dit son dernier mot. À la Marine Bleue, une fusillade éclate. 2 morts, jeunes, à peine sortis de l'adolescence. Ils n'avaient pas encore trouvé leur place dans l'organigramme du crime. Ils n'avaient pas encore le statut pour qu'on parle d'eux aux informations. Mais ils sont tombés parce qu'ils représentaient une bannière, parce qu'ils marchaient dans une cité devenue symbole. Pendant que Marseille se remet de ce double homicide, une autre affaire secoue la ville. Dans un quartier proche du centre, un homme est arraché à son domicile. Il supplie, promet, jure qu'il n'a rien fait. Les ravisseurs ne répondent pas. Ils l'enferment dans le coffre d'une voiture. 1 heure plus tard, les pompiers découvrent le véhicule brûlé. À l'intérieur, un corps calciné. Les enquêteurs regroupent les événements. Ils tracent des lignes, relient des noms, analysent les signes. Et tout indique que les oliviers sont au cœur de cette nouvelle flambée. La tension devient si forte que même les figures les plus discrètes commencent à quitter la ville. On croise des familles entières sur les routes du Nord, cherchant à fuir un quartier qu'elles aiment, mais qu'elles ne reconnaissent plus. Des mères envoient leurs enfants vivre chez des cousins à l'autre bout de la France. Des pères évitent de sortir après la tombée de la nuit. Des adolescents refusent de traverser certaines cités, même en plein jour. Dans les cafés du Vieux-Port, on parle de la situation comme d'une fatalité. On raconte que Marseille a toujours fonctionné ainsi, qu'à chaque génération son clan, à chaque clan son règne, à chaque règne son bain de sang. Mais cette fois, les mots ont un poids plus lourd, parce que la nouvelle génération est différente, plus jeune, plus nerveuse, plus armée, plus connectée. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Des messages codés circulent, des menaces à peine voilées s'affichent sur des comptes anonymes. Des photos de liasses, de scooters, de fusils apparaissent puis disparaissent en quelques minutes. Ce sont des signaux, des avertissements, des promesses silencieuses. Dans les oliviers, on dit que Miani continue de diriger, qu'il donne des ordres depuis sa cellule, qu'il désigne des cibles, négocie des alliances, corrige les erreurs des jeunes. Dans les lauriers, on dit qu'un retour est en préparation, qu'un ancien du clan Ahamada serait sorti de prison avec l'idée de remettre de l'ordre, qu'il voudrait rétablir la suprématie de son camp dans le 13e arrondissement. Au commissariat, on dit autre chose. On dit que tout est en train d'exploser, que les cités vivent une mutation, que le banditisme marseillais n'a jamais été aussi imprévisible. Mais dans les tours de béton, les habitants ne disent rien. Ils regardent le sol quand les scooters passent. Ils ferment les volets quand la nuit tombe. Ils éteignent les lumières quand la rumeur parle trop fort. Parce qu'ici, la parole coûte cher et le silence protège encore des vies. La ville entière semble retenir son souffle, comme si elle savait qu'un dernier choc approche. Un affrontement qui définirait enfin l'ordre réel des cités. Un dénouement que personne ne souhaite, mais que tout le monde voit venir. L'histoire avance. Les cités se resserrent, les armes circulent, les regards changent. Et dans l'ombre de Marseille, un dernier acte se prépare. Marseille s'enfonce dans une nuit lourde. Le vent traverse les cités comme une langue invisible, glissant entre les tours, portant avec lui des murmures de peur, de colère et de résignation. Dans les oliviers, dans les lauriers, dans les coraux, tout le monde sent que quelque chose se prépare. Une dernière secousse. Une onde qui doit décider de qui dominera, qui tombera,
qui disparaîtra. La guerre a cessé d'être une succession d'attaques. Elle est devenue un climat, un état permanent dans lequel chacun respire, se déplace, vit. Même les enfants jouent en tenant compte des zones où l'on peut courir et celles où l'on meurt. Même les plus anciens marchent avec prudence, comme s'ils avaient perdu ce territoire qu'ils ont pourtant vu naître. Les oliviers sont maintenant une forteresse. Les rotations ne s'arrêtent jamais. Les voitures tournent, les portables vibrent, les voix basses se croisent entre les cages d'escalier. On dit que Miani continue d'envoyer des instructions depuis sa cellule, comme un chef d'orchestre enfermé mais jamais réduit au silence. Ses lieutenants, eux, veillent. Ils veulent prouver que même derrière les barreaux, leur clan reste debout. En face, dans les lauriers, l'heure est au rassemblement. Un ancien proche des Ahamadas serait sorti de prison, prêt à reprendre la main. Les habitants murmurent son nom sans oser le dire trop fort, comme si prononcer son retour pouvait déclencher un coup de feu. L'idée d'un renversement donne de l'espoir à certains, de la terreur à d'autres. La ville entière perçoit cette tension. Les commissariats multiplient les patrouilles, les juges se relaient pour signer des mandats. Les hôpitaux se préparent comme en période de crise. Les unités d'élite, elles, attendent le signal. Puis survient ce qui devait arriver. Un affrontement. Un de plus, mais pas comme les précédents. Dans une cité du 13e arrondissement, en pleine nuit, des hommes cagoulés descendent d'une voiture. Pas de cris, pas de provocation. Seulement une précision clinique. On entend les tirs, réguliers, mesurés, comme des coups de marteau sur une plaque de métal. Les habitants se jettent au sol, ferment les volets, prient en silence. Le lendemain, le quartier découvre ce qu'il reste. Des douilles au sol, une voiture éventrée, 2 corps, jeunes, très jeunes. Assez jeunes pour qu'on parle de destin plutôt que de vie. Assez jeunes pour que même les policiers détournent le regard quelques secondes. On ne saura jamais exactement qui a tiré en premier, ni pour qui, ni pourquoi. Dans ces guerres, les motivations se dissolvent, se déforment, disparaissent. Parfois même, les chefs eux-mêmes ne savent plus quel événement a vraiment déclenché l'engrenage. La presse parle de cycle infernal. Les autorités parlent d'urgence républicaine. Les habitants, eux, parlent simplement de survie. Une chose est pourtant claire. Depuis cette nuit, rien n'est plus pareil. Les oliviers ralentissent leur activité. Les lauriers se replient. Les autres cités observent dans un silence presque religieux. Dans les conversations discrètes, on dit que les clans ont touché un point de saturation, que l'argent ne suffit plus à motiver les jeunes, que la peur est désormais trop grande, que même les plus déterminés doutent. Mais personne ne croit à une paix durable. Pas dans une ville où les fortunes naissent et meurent en une nuit. Pas dans des quartiers où chaque génération reproduit malgré elle les erreurs de la précédente. Pas dans une société où l'abandon est plus visible que l'autorité. Alors la vie reprend comme une habitude douloureuse. Les choufs remontent sur les toits, les scooters tournent à nouveau, les familles font leurs courses en détournant les yeux devant les halls. Les clients reviennent, un billet plié dans la main. Les jeunes reprennent leur poste comme s'ils n'avaient pas vu les cadavres. Comme si ce destin ne les concernait pas. Et pourtant, dans chaque regard, une question se cache. Jusqu'où cela peut-il aller ? Combien de temps encore une ville peut-elle tenir sous cette tension ? Combien d'enfants faudra-t-il perdre avant que quelque chose change vraiment ? Ce sont des questions que Marseille pose depuis trop longtemps. Et pour l'instant, personne n'a trouvé de réponse. En fin de compte, cette histoire n'est pas seulement celle des Blacks, des Oliviers, des Lauriers ou des autres clans. C'est l'histoire d'un vide. Un vide que l'État n'a pas su combler. Un vide que les clans ont occupé. Un vide dans lequel une génération entière a grandi, sans guide, sans horizon, sans alternative. C'est aussi l'histoire d'une ville magnifique, complexe, déchirée. Une ville qui brille et qui souffre. Une ville où les richesses côtoient la misère absolue. Une ville où l'avenir dépend souvent du quartier dans lequel tu es né. Alors la véritable question est là. Comment un enfant devient-il soldat ? Comment un adolescent devient-il tueur ? Comment une cité devient-elle un empire criminel ?
Et surtout, pourquoi cela continue-t-il? Pourquoi cette violence se transmet-elle comme un héritage? Pourquoi cette guerre semble-t-elle toujours recommencer? Voilà les questions que Marseille nous laisse. Elles n'ont pas encore de réponse. Elles n'en auront peut-être jamais, mais elles méritent d'être posées. Parce qu'une histoire que l'on ne questionne pas est une histoire qui se répète. Maintenant, une dernière réflexion. Dans ces cités, certains choisissent la mort pour exister. D'autres choisissent le silence pour survivre. Mais chaque vie perdue, chaque nom gravé sur une plaque, chaque enfant enterré nous rappelle une vérité simple. La violence n'a jamais construit un avenir. Elle n'a fait que prolonger les ruines. C'est peut-être là la chose la plus importante à retenir. Dans une guerre où tout le monde perd, celui qui gagne est celui qui réussit à s'en échapper. Avant que tu partes, j'aimerais te poser une dernière question. Quel est selon toi le mécanisme profond qui transforme un jeune en chef de clan? Est-ce le quartier, la pauvreté, l'ego ou quelque chose de bien plus sombre? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. Et si tu veux soutenir ce travail, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Cela permet à ces histoires vraies, parfois oubliées, parfois étouffées, de continuer à exister. À quel autre criminel ou organisation aimerais-tu que l'on consacre un prochain documentaire? Je te laisse choisir.